Pour limiter les risques liés à l'achat et surtout à la vente d'une œuvre d'art, un mécanisme s'est fortement développé ces dernières années dans le monde des enchères. On appelle ça les garanties. Pour en parler, je suis ravie d'être en compagnie de Borna Sconaglio. Je prononce bien. Tout à fait, très bien. Vous Bonjour. êtes cofondateur d'Art Edge, une plateforme spécialisée dans la mise en relation entre garants, vendeurs et une maison de vente aux enchères. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous pour l'invitation. Alors, on va essayer de comprendre ce système des garanties. On en entend de plus en plus parler. On le voit de plus en plus aussi sur les sites Sur des les maisons de vente catalogues, aux enchères, sur les catalogues. C'est toujours indiqué, lot garantie, etc. Tout d'abord, très simplement, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce mécanisme? Qu'est-ce que c'est? tout à fait. Alors, c'est un mécanisme qui, à la base, est très simple dans son principe. C'est un outil financier qui permet de sécuriser le prix de vente d'un objet qui est mis aux enchères. Donc, ça veut dire quoi? Vous êtes un vendeur, vous avez un tableau qui est estimé entre 1 million et 2 millions. La maison de vente vous garantit, avant même que la vente ait lieu, elle vous garantit un montant qui, en fait, vous revient de droit dans votre poche. Donc, en fait, vous n'avez plus le risque d'invendu au niveau de l'objet, parce que vous savez, il y a toujours les aléas Oui, lors du vente aux enchères. Et ben, la garantie financière permet en fait de dérisquer cette éventualité, et donc ça rassure d'un côté le vendeur, et on peut aussi voir par ces mécanismes-là, ça permet aussi, en fait, c'est un win-win avec aussi la maison de vente et des investisseurs tiers. parce que c'est-à-dire que c'est vrai que quand on va vers une vente aux enchères, quand on souhaite vendre son œuvre en vente aux enchères, il y a toujours le risque que l'œuvre ne parte pas ou à un prix avec lequel on ne serait pas forcément très content. Très content, Donc, c'est ça. c'est-à-dire qu'on va en amont de la vente. Je suis vendeur, Mhm. je viens avec mon tableau, on va dire 100 000. C'est moi qui demande du coup à la maison de vente aux enchères. C'est les deux cas. Oui, Effectivement, aujourd'hui, alors il y a beaucoup de concurrence pour parmi les maisons de vente pour s'assurer le mandat de vente d'un objet. Donc en fait, c'est les maisons de vente qui proposent de garanties, notamment une collection entière. Ça peut arriver, voire des objets en particulier, ou bien en fait, il y a de plus en plus de collectionneurs qui sont maintenant avertis et qui disent ben non, moi pour vendre cet objet, je requiers qu'il soit garanti, qu'il ait un prix d'accord. garanti. Une fois euh, que c'est établi, après donc la maison de vente négocie en fait les termes de la garantie. Pour vous faire un exemple, donc cet objet à 100 000 euros, eh bien, si l'objet passe en vente et par un cas malheureux, il n'est pas vendu ou il est vendu en dessous du prix du montant donc de la garantie, eh bien, en fait, c'est la garantie qui prime. Donc, vendeur, vous recevez, quoi qu'il arrive, les 100 000 euros Voilà. de la garantie. Mais si il y a des surenchères, il y a une bataille d'enchères, l'objet se vend au-dessus du prix de la garantie, et bien là, il y a ce qu'on appelle donc un upside. Donc, en fait, il y a la Il y a un différence, delta. exactement, le delta entre le montant de la garantie et le prix marteau. Eh bien, en fait, la maison de vente, elle touche un pourcentage donc, de cet upside split, qui est donc une prime pour la prise de risque financière prise par la maison de vente. Donc ça, c'est pour les maisons de vente, mais en fait, on voit que, surtout les 10 dernières années, ce dispositif, il s'est beaucoup tourné vers le privé. Donc, ce n'est plus les maisons de vente qui garantissent la totalité, un minimum, des montants, mais elles se tournent vers des sujets donc, tiers, collectionneurs, grands collectionneurs, fonds d'investissement, marchands professionnels, qui en fait sont eux disposés à jouer le jeu et donc à s'exposer financièrement et en fait jouer un peu, c'est un peu des paris Oui, c'est finalement, ça. parce que vous dites, vous vous positionnez sur un prix et vous espérez que les enchères montent au plus haut pour que vous touchiez votre part d'upside. Mais c'est aussi une stratégie d'acquisition finalement pour un marchand, c'est-à-dire que vous garantissez un objet, mais après vous pouvez aussi surenchérir sur votre propre garantie. Donc ça donne, si vous voulez, un prix plancher sur lequel s'établit le marché de cet objet-là, mais après vous pouvez vous-même
surenchérir sur votre Vous pouvez être concurrent. aussi dans la salle quand même et enchérir Tout à sur fait, votre absolument. propre œuvre que vous avez vous-même garantie. Absolument, tout à fait. En D'où tout un cas- peu les polémiques sur les conditions concurrentielles entre D'accord. quelqu'un qui a garantie et les autres enchérisseurs. En tout cas, pour la faire simple, un objet à 100 000 euros, il part à 200 000. S'il y a un acteur tiers, c'est moitié-moitié avec le surplus, donc c'est C'est un 100 000 peu- euros en plus. Ouais, voilà. C'est 50 000 pour le garantisseur et 50 000 pour le Alors, vendeur, 50-50, avec les frais aussi de la maison de vente aux enchères. 50-50, ça serait une très belle performance pour Ah le bon, garant. On est sur des performances, on est sur un split entre 70-30, voire 80-20, en la faveur du vendeur. Après, ça dépend beaucoup des montants, de quel prix Oui. marteau, de quelles estimations on parle. Les objets qui partent à plusieurs dizaines, voire des centaines de millions d'euros, souvent, la price split, on est à hauteur de 90-10. Comment est-ce que ça a commencé tout ça? Vous avez parlé que ça fait déjà une bonne dizaine d'années. Là, c'est vrai qu'on en parle beaucoup plus. Oui. On parle de toutes ces grandes ventes qui ont eu lieu, donc les grandes périodes à New York, à Londres, etc. À chaque fois, c'est quand même maintenant souvent des ventes qui sont, on appelle ça des ventes garanties. Oui. Quand est-ce que ça a commencé et pourquoi maintenant ça prend autant d'ampleur? Alors, si on voit un peu l'historique du dispositif, on peut même remonter à il y a plus de 50 ans. C'est un peu des légendes qui veulent qui, entre Christie's et Sotheby's, aurait inventé, fait la première garantie D'accord, donc, c'est- d'une collection. Voilà, donc c'est un peu le mystère. Aujourd'hui, concrètement, c'est un dispositif qui rentre un peu dans le sillage de la financiarisation du marché de l'art des enchères. Et donc, la considération des œuvres d'art comme des actifs financiers comme d'autres. Et la garantie en particulier, ça permet en fait à toutes les parties de y trouver son avantage. Donc, en fait, si vous êtes Si l'œuvre part bien. si l'œuvre part bien, tout le monde est content. C'est sûr. Les vendeurs sont contents parce que, en fait, vous gagnez quoi qu'il arrive, moyennant bien sûr un pourcentage. Donc, vous émargez un peu vous réduisez la marge Que vous nette auriez pu faire. que vous auriez pu faire. La maison de vente, elle facture de toute manière, quoi qu'il arrive, ses frais acheteurs et les frais vendeurs en l'occurrence. Et les garants, eux, ils sont contents et ils repartent avec une plus-value. Donc, en fait, l'aspect financier un peu spéculatif, il faut le dire, c'est intéressant. Mais si vous êtes un collectionneur averti, en fait, vous baquez l'acquisition d'une œuvre qui, sinon, partirait chez quelqu'un d'autre. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, ça se fait sur quel type d'œuvre? Est-ce qu'il y a... C'est forcément des œuvres à très gros potentiel, des œuvres très connues, déjà bien établies, etc. Oui, alors aujourd'hui, donc, il faut dire que le système des garanties, il est très développé. Voilà, on ne réinvente pas la roue. En fait, c'est quelque chose de très développé chez Christie's, Sotheby's, Phillips, Bonhams, donc les maisons britanniques. Ceci dit, donc, c'est un mécanisme qui est très utilisé lors des ventes du soir, les ventes donc, du jour des arts modernes, impressionnistes et contemporains. Oui. Voilà, ça se cantonne un peu sur ce sujet. Donc aux œuvres finalement qui partent les plus chères presque, on va dire. Oui, c'est-à-dire Les plus que grands prix. les plus grands prix. Il faut dire que, par exemple, sur les objets qui font plus de 10 millions d'estimations, aujourd'hui, on est sur 65 à 70% de la valeur totale d'une enchère du soir qui est garantie. D'accord. C'est des montants qui sont très importants. Et quand vous voyez le taux d'objets qui sont garantis, par exemple, lors d'une vente du soir, on avoisine les 100%. D'accord. Et qu'est-ce que ça change, ça, dans la dynamique des enchères? Parce que c'est vrai qu'on a l'impression un petit peu que dans les médias, c'est vrai, quand ils précisent une vente garantie, Oui. que ça fait un petit... C'est, avec grand guillemets, mais un peu de la triche, quoi. Mais comment est-ce que ça change la dynamique, en fait, au sein des enchères, le fait que ce soit autant garanti? C'est-à-dire que d'un point de vue de la concurrence entre enchérisseurs, c'est vrai que le principe qu'il y ait une personne qui finalement connaît ce qui est finalement le prix de réserve, voire juste un peu au-dessus, parce que c'est lui qui a proposé la garantie, ça fausse un peu, ça donne des informations asymétriques sur l'issue de la vente. Ceci dit, en France, par exemple, le marché il est quand même très régulé. Donc, par exemple, les frais acheteurs, sur lesquels au UK ou aux USA, on peut beaucoup les négocier,
ce qui crée cette asymétrie concurrentielle. En France, en fait, vous ne pouvez pas négocier les frais acheteurs, ils sont tous pareils. Oui. Donc, en fait, ils sont harmonisés. Ils sont harmonisés. Donc, en fait, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Au contraire, je pense que pour la France, l'opportunité, c'est de pouvoir, surtout sur des objets qui ont une cote parfois instable, ça donne de la stabilité à la cote de ces objets-là, et ça permet même de dynamiser en fait la liquidité de cette œuvre, cet artiste, parce qu'on a un socle sur lequel après les enchérisseurs peuvent se déchaîner s'ils veulent vraiment l'acquérir. Ils l'acquériront. Du coup, c'est presque plus intéressant parce que là, je voyais que ça se développait de plus en plus vers les ventes du jour, donc des œuvres qui sont peut-être un petit peu moins prisées, etc. Donc ça veut dire que aussi des estimations qui peuvent être un petit peu plus fluctuantes. Tout à fait. Peut-être que c'est justement intéressant que ça descende comme ça vers des ventes un petit peu moins, où l'issue est encore un petit peu... il réside encore du doute. C'est là aussi l'intérêt pour notre projet, finalement, notre positionnement, c'était celui de en fait, nous orienter vers des objets qui ne sont pas estimés à plusieurs dizaines de millions, mais on peut aussi trouver en fait, des opportunités très importantes sur ce qu'on peut appeler le mid-market, même si on parle de montants importants, entre 500 000 et 10 millions d'euros, 500 000, 5 millions d'euros. C'est sur ce segment-là. Et notre thèse d'investissement chez Artage, c'est qu'en fait, on est agnostique, on touche toute catégorie d'objets, que ce soit de l'archéologie à l'ultra-contemporain. Pour moi, tout objet mériterait en fait d'avoir un dossier de garantie à étudier. Et donc, en fait, si les parties sont d'accord et sont contentes, pourquoi ne pas le faire ? Et là, il nous reste quelques secondes. Donc, entre 2024 et 2025, ça a beaucoup progressé. Là, on est toujours sur... Vous pensez sur 2026 et les prochaines années, c'est des belles années pour les garanties, on va dire ? Moi, je pense que on est vraiment à l'aune d'un changement de paradigme complet au niveau du marché des enchères, qui peut-être perdront un peu de cet aspect romantique de la spontanéité, la salle, les prix, etc. Exactement. Je pense que on gardera tout ça, mais avec ce petit astérisque que vous verrez au catalogue d'un objet. Mais dans le fond, je pense que ça va changer la philosophie d'une enchère. Ça va devenir des private sales plus, mais ouvertes, finalement, quand même ouvertes au public. C'est ça, une sorte d'hybridation entre public et privé. Merci beaucoup, Borna Skogagmillo, pour cet échange. Merci d'avoir été avec nous. Vous êtes cofondateur d'Art Edge. Et merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. C'était Arrêt Marché.